Certaines disparitions échappent à toute logique. Mais lorsqu'une famille entière fuit son propre foyer, paniquée, sans explication, sans destination, et que chaque membre finit par errer seul, désorienté, parfois caché, on ne parle plus seulement d'un fait divers. On touche à l'inexpliqué, au vertige de l'incompréhensible. C'est l'histoire de la famille Tron. Installez-vous et faisons face ensemble au comble de l'horreur. Marc Tron, 51 ans, et sa femme Jacoba, 53 ans, vivent à Sylvan, une bourgade rurale du Victoria, en Australie. À première vue, ce sont des gens simples, travailleurs. Ils possèdent une petite exploitation horticole familiale. La ferme est modeste, mais bien tenue. Ils cultivent des fruits rouges, vendent aux marchés locaux, vivent sobrement. Le couple vit avec leurs 3 enfants adultes, Rihanna, 29 ans, Mitchell, 25 ans, et Ella, 22 ans. Tous participent aux activités agricoles à différents niveaux. Pas de dettes connues, pas de conflits familiaux apparents, pas d'antécédents psychiatriques. Une famille soudée, discrète et sans histoire. Mais sous cette apparente normalité, un malaise insidieux semble s'être installé. Des témoins locaux ont rapporté, après les faits, que Marc s'isolait de plus en plus. Il passait de longues heures à vérifier ses clôtures, à observer la route depuis le porche, ou à fixer son téléphone, même éteint. Certains disent qu'il se méfiait des autorités, qu'il parlait parfois de données volées, de gouvernements infiltrés, de signes. Rien de concret, rien d'assez clair pour tirer la sonnette d'alarme. Mais avec le recul, ces détails prennent un autre sens. Le 29 août 2016, au petit matin, la famille Tron monte dans sa voiture, une Peugeot 308 grise. Ils quittent leur propriété sans prévenir personne. Leur destination, inconnue. Dans la voiture, Marc, Jacoba, Rihanna, Mitchell et Ella. Ce qui frappe, c'est ce qu'ils laissent derrière eux. Tous les téléphones portables, les passeports, les cartes de crédit, les carnets de chèques et leurs documents d'identité. Ils ne prennent que peu d'argent liquide et aucun bagage sérieux. Tout donne l'impression d'un départ précipité, impulsif, mais organisé autour d'une idée fixe, ne pas pouvoir être suivi. En chemin, Marc vérifie constamment les rétroviseurs. Il exige que les enfants éteignent tout appareil. Ils jettent leur GPS. Il répète que les ondes sont traçables, que quelqu'un nous écoute. Mitchell, qui jusque-là suivait sans broncher, commence à douter. Il tente de raisonner son père, sans succès. Le ton monte, la tension est palpable. À environ 30 km au nord de Melbourne, Mitchell quitte la voiture. Il décide de rentrer chez lui par ses propres moyens. Il dira plus tard qu'il pensait que son père pétait un câble. La voiture continue sa route sans lui. Sans Mitchell, les 4 membres restants poursuivent vers le nord de l'État de Nouvelle-Galles du Sud. Ils dorment dans la voiture, évitent les hôtels, roulent sans but clair. Le lendemain, à Bathurst, Ella et Rihanna volent une voiture pour s'éloigner. Ce geste est incompréhensible. Les 2 sœurs, calmes de nature, n'ont jamais eu de problème avec la justice. Leur comportement devient erratique. Elles roulent sans permis, sans carte, en direction de Goulburn. Mais elles abandonnent le véhicule après un accrochage. Rihanna entre en état de choc. Elle est retrouvée plus tard, en train d'errer sur une route secondaire, désorientée, incapable de dire où elle est ni ce qu'elle fait là. Elle est conduite à l'hôpital et admise en psychiatrie. Ella, plus lucide, retourne seule à Melbourne. Elle sera la première à revenir chez elle, bouleversée, mais sans trouble mental apparent. Elle dira aux journalistes « C'était comme si on était pris dans une spirale. Mon père pensait que quelqu'un allait nous faire du mal. Il nous disait de ne faire confiance à personne. Même entre nous, on ne savait plus ce qu'on devait croire. » Pendant ce temps-là, Marc et Jacoba poursuivent la fuite. Ils sont signalés plusieurs fois dans des régions isolées, notamment près de Bega.
Le 31 août, Jacoba est retrouvée seule à Yass, errante, en état de panique. Elle est incohérente, incapable de donner son nom. Elle est admise dans un hôpital psychiatrique. Elle restera plusieurs jours sans reconnaître les médecins, persuadée que le danger est toujours là. Marc, lui, disparaît complètement. Sa photo est diffusée dans les médias. Il devient l'homme recherché le plus étrange du pays. Pas pour un crime, mais pour sa disparition inexpliquée. Il est finalement retrouvé le 3 septembre, caché sur une propriété rurale à 400 km de Sylvan. Il était recroquevillé dans un fossé, couvert de terre et de branchages. Quand la police l'interpelle, il ne résiste pas. Il murmure simplement « Je devais m'en assurer. Je ne pouvais pas les mettre en danger. » Aucune arme sur lui, aucun plan, juste un homme bouleversé. En quelques jours, toute la famille se retrouve à nouveau réunie. Chacun a été pris en charge médicalement. Tous refusent de donner des explications claires. Les psychiatres parlent de folie à plusieurs, un délire paranoïaque partagé, rare mais documenté. Mais cette hypothèse ne satisfait personne. Aucun déclencheur n'a été identifié. Pas de substance, pas de secte, pas de menace extérieure, rien à part la peur. La famille n'a jamais reparlé publiquement de cet épisode. Les Tromp ont repris leur vie à Sylvan. L'affaire a été classée sans suite. Mais ceux qui l'ont suivi n'ont jamais oublié. Une famille entière, une fuite sans raison, une paranoïa brutale, contagieuse, inexpliquée. Et à la fin, le silence. Merci d'être allé jusqu'au bout de cette histoire. Si vous aimez les récits vrais et troublants, et que vous voulez continuer à explorer ces mystères avec moi, alors abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et on se dit à vendredi pour une nouvelle histoire.